Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Nous sommes en direct pour un nouveau journal et voici les titres de ce mercredi 5 mai. Le Covid long, c'est ainsi que l'on appelle la forme persistante de la maladie. Chez certains patients, les symptômes peuvent s'installer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La détection et la prise en charge de ces malades soulèvent encore beaucoup de questions. Et puis nous poursuivons notre série de la semaine consacrée à nos boulangeries. Ce soir, Fanette Debuisson nous propose de rencontrer le fondateur de La Panière qui possède plus de 40 points de vente dans nos départements. Et je vous le disais en titre, c'est un sujet qui mobilise de plus en plus les spécialistes. La médecine tente d'accompagner comme elle le peut les patients atteints de Covid long, une forme persistante de la maladie qui toucherait au moins entre 10 et 20% des personnes contractant le virus. Certains centres de soins de suite accompagnent ces patients, mais à ce jour, il reste difficile de proposer des thérapies adaptées. Reportage de Jean-Paul Crespi. Fatigue extrême, difficulté pour marcher ou encore pour respirer, douleurs thoraciques, céphalées. Certains patients atteints par la Covid-19 souffrent encore de symptômes liés au nouveau coronavirus, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après avoir contracté la maladie. Des personnes dont la plupart n'ont pas été hospitalisées. À ce jour, les médecins manquent de recul pour se prononcer sur la durée de la persistance des symptômes. Mais certaines données hospitalières semblent confirmer que plus de la moitié des patients présentent encore au moins un des symptômes liés à la Covid-19, 4 semaines après le début de la maladie, et environ 10% à 6 mois. Ça reste très mystérieux, c'est-à-dire que en fait, on découvre un phénomène, c'est-à-dire qu'il y a un an, on découvrait les pneumopathies sévères qui menaient en réanimation, et puis quelques mois après, on se retrouve, il y a des personnes qui se retrouvent vraiment avec des handicaps dans leur vie de tous les jours, sans que, effectivement, certains aient eu de formes graves lors de la forme aiguë. Donc ça, c'est vraiment très perturbant. Et je dirais que c'est une conséquence supplémentaire de ce virus qui pose déjà un maximum de problèmes et qui continue à en poser. Et malheureusement, il nous faudra encore du temps pour répondre aux questions de comment ça marche, quels sont les mécanismes à l'œuvre dans ces symptômes chroniques, et est-ce qu'on peut proposer un traitement qui bloque la genèse de ces symptômes. L'état de santé des patients atteints de Covid long s'améliore en général en quelques mois grâce à une prise en charge pouvant inclure des traitements symptomatiques et une réadaptation respiratoire. On a toujours envie de savoir comment ça marche, qu'est-ce qui est à l'origine de ces symptômes en dehors du virus, comment le virus arrive à déclencher ces symptômes pour pouvoir derrière enclencher des recherches sur un traitement de ces symptômes pour bloquer finalement ces symptômes. Si des patients tentent une thérapie par le sport, certains se retrouvent sur les réseaux sociaux pour partager leur Covid sans fin. Au mois de janvier 2021, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de s'attaquer à ce mystère, alors que la Haute Autorité de santé publiait ses premières recommandations. Et l'épidémie, elle, semble reculer partout en France. Le taux d'incidence est passé sous la barre des 400 infections pour 100 000 habitants. Ce taux doit rester inférieur à 400 justement pour que le déconfinement se passe comme prévu. Dans nos départements, il est de 145,6 en Haute-Savoie et de 195,1 en Savoie. 198 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid. En Haute-Savoie, 39 sont en réanimation et en Savoie, 142 personnes sont hospitalisées toujours pour Covid, dont 24 en réanimation. Et vous pouvez bien sûr suivre ces chiffres au quotidien sur notre page Facebook. Un tout autre sujet à présent, le dispositif était impressionnant. Une toiture entière s'est élevée dans le ciel de Menton-Saint-Bernard au bord du lac d'Annecy la semaine dernière. Il s'agissait du nouveau toit du pavillon des Fleurs, un hôtel historique de la commune. Les images sont spectaculaires comme vous allez le voir dans ce reportage de Colline Emeriot.
Avec un toit de plus de 10 tonnes au-dessus de leur tête, les locaux avaient de quoi être épatés. Ce jour-là, quelques dizaines de curieux se sont levés au petit matin pour observer le chantier de rénovation du village vacances, un événement important pour cette commune de moins de 2000 habitants. C'était un peu l'événement du village ce matin. Voilà, ça nous a permis nous de communiquer aussi avec tous les voisins et de parler aussi du projet, de ce qui va arriver. Non, c'était vraiment un événement intéressant pour nous, ouais. On l'attendait. C'est un hôtel qui est assez vieux, la bâtisse date de 1880 et un hôtel depuis à peu près 1960, donc hôtellerie club. Alors pourquoi club? Parce qu'on reçoit essentiellement l'été, je dis bien, des familles et on propose à côté des excursions. Voilà, on veut vraiment amener un petit cocon familial. Si le bâtiment a déjà été rénové 5 fois, les derniers travaux datent de 1990 et cette fois, la nouvelle toiture a été entièrement montée au sol, puis transportée sur le bâtiment à l'aide d'une grue. Dès qu'on a fait les plans, on a vu qu'il fallait qu'on fasse cette étape pour monter cette charpente, donc ça c'était anticipé. Et maintenant on va pouvoir avoir vraiment toute la partie tour au sec et pouvoir travailler vraiment dedans. Jusque là on était un petit peu bloqué par le fait qu'on n'ait pas ce morceau de toiture. Je pense que c'est quand même un bâtiment qui est très emblématique pour le port de Menton-Saint-Bernard. Toutes les générations l'ont vu évoluer petit à petit et là encore aujourd'hui on le retrouve complètement renouvelé tout en gardant vraiment l'esprit d'origine du bâtiment. Avant de devenir un hôtel, le bâtiment, à l'époque de 2 étages, appartenait à un glacier. Mais depuis 1965, l'emblématique pavillon des fleurs appartient à une association de tourisme social. Ternelia veut donner accès aux chambres d'hôtel près du lac à des familles modestes. Prix de départ 100 € la nuit. Les premières chambres seront réservées début juillet si tout se passe bien et si le toit reste bien en place. Dans 2 mois, jour pour jour, le Tour de France fera étape en pays de Savoie. Les coureurs de cette 108e édition prendront le départ de la 9e étape à Cluses le dimanche 4 juillet. Au programme, 145 km de course pour rejoindre la station de Tignes en Haute-Tarentaise. Le directeur du Tour, Christian Prudhomme, était de passage à Cluses mardi. Il espère une météo clémente pour que les coureurs puissent terminer l'épreuve. En 2019, un violent orage de grêle et des coulées de boue s'étaient abattus sur la route. L'étape avait donc été neutralisée dans la descente du col de Liseran peu avant la montée vers Tignes. On écoute Christian Prudhomme au micro de Marine Schneider. Ça va être une très belle étape de montagne avec une particularité qui est qu'elle précède une journée de repos. Donc ça veut dire qu'avant les journées de repos, les coureurs donnent tout ce qu'ils ont parce que le lendemain, il n'y a pas d'étape. C'est un élément important. Ça va commencer par la côte de Domancy, et la côte de Domancy qui est très forte dans l'imaginaire des amoureux du cyclisme depuis la victoire de Bernard Hinault, qui a été champion du monde à Sallanches en 1980. Il y a le très rude col du Pré ensuite, qui a été rarement au parcours du Tour de France et qui donne sur le somptueux Cormet de Roseland avec le lac qui est absolument magnifique. Et ensuite la descente vers la vallée et puis la remontée vers Tignes, très longue montée vers Tignes, où nous quitterons la route principale sous le barrage pour emprunter la route des ruines qui est plus pentue avant de retrouver ensuite la voie classique pour arriver à plus de 2000 mètres d'altitude, encore une fois à la veille d'une journée de repos, donc en espérant une très grande bagarre entre les favoris. Nous avons les montées sèches qui vont être organisées par le club de vélo Cluse-Chionzier. Donc les trois montées de la veille, donc celles qui sont prévues le 3, la montée du Mont-Saxonnet, la montée de Rome et la montée de la Colombière. Donc les gens pourront s'essayer sur ces montées sèches et même les familles, puisque ça sera autorisé bien entendu de monter en vélo électrique pour monter au plateau de Rome notamment, où on pourra organiser des animations supplémentaires. Après le jour du Tour, on a décidé de faire 2 endroits, le village départ bien entendu, qui aura lieu au Parvis des Essers, avec tout ce qu'on connaît pour retrouver les coureurs avant le départ. Mais nous souhaitons faire une fête toute la journée avec la population et notamment au centre-ville de Cluses, où un certain nombre d'animations vont être proposées, alors de façon distante au maximum, avec une projection de l'étape pour qu'on puisse garder toute la population durant toute la journée. Et du sport encore avec notre invité du soir. Il s'agit d'Emmanuelle Ducrot. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes la présidente du comité de tennis de Haute-Savoie. Alors, on sait que le sport et particulièrement le tennis ont été impactés par les mesures sanitaires ces derniers mois. Est-ce que vous voyez enfin le bout du tunnel avec les dernières annonces, le déconfinement qui se profile ?
Écoutez, nous gardons beaucoup d'espoir. En effet, voilà, nous sommes déjà assez privilégiés puisque nous avons pu reprendre la pratique du tennis à l'extérieur déjà depuis plusieurs semaines. Donc, nous avons, malgré un petit peu certaines périodes de froid ou de pluie, nous avons pu quand même bénéficier d'une fin d'hiver et d'un début de printemps plutôt clément. Ce qui fait que finalement, les clubs se portent plutôt bien aujourd'hui. Que ce soit dans la pratique des jeunes et des adultes, et puis également financièrement, puisque maintenant, ça fait pratiquement un an que les choses ne se passent pas normalement, qu'on peut difficilement proposer des animations, évidemment des tournois pas encore. Nous espérons un retour à la compétition pour le mois de juin. En tout cas, ce serait bien que les tournois, quels qu'ils soient pour les jeunes et pour les adultes, puissent se faire et recommencer à partir du mois de juin pour la belle période estivale. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le tennis en Haute-Savoie, malgré ces circonstances, se porte bien. J'ai eu au téléphone quasiment tous les présidents de clubs récemment. Nous sommes 87 clubs en Haute-Savoie, donc j'ai pu parler à en tout cas 70 présidents. Et aujourd'hui, à date, par rapport à l'année dernière, nous sommes à une hausse des licences de 42%. Donc, plus de 14 000 licenciés avec une progression importante chez les adultes. Donc, voilà, on espère justement que le retour aussi dans les cours couverts, puisque pour l'instant, il y a très, très peu de personnes qui ont pu bénéficier des structures couvertes, puissent également bénéficier de nos infrastructures intérieures. Alors maintenant que la situation semble revenir petit à petit à la normale, quelles sont vos priorités pour le tennis en Haute-Savoie dans ces prochaines semaines, ces prochains mois ? Alors, peut-être que vous le savez, nous avons changé de gouvernance fédérale au mois de février de cette année. Donc moi, j'avais passé 4 ans au comité exécutif. Aujourd'hui, j'ai toujours un rôle à la fédération, au Conseil supérieur du tennis, donc en plus de ma fonction de présidente de comité que j'assume depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Et je m'attacherai tout simplement à mettre en place et à décliner la politique sportive fédérale. Alors, il est un petit peu trop tôt pour voir certains changements. Je crois que chacun prend ses marques au niveau national. Mais en tout cas, voilà, je m'attacherai à véritablement appliquer nos directives, tout en tenant compte de nos spécificités de la Haute-Savoie. La Haute-Savoie n'est pas le Cantal, n'est pas la Drôme-Ardèche dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, nous sommes un département très sportif, très dynamique, et il faut tenir compte de tout ça avec nos priorités de développement. Les priorités de développement sont essentiellement axées sur le tennis féminin, donc véritablement féminiser notre pratique, mais aussi féminiser nos instances de gouvernance dans les clubs. Je crois que c'est important que les femmes soient de plus en plus impliquées dans les comités de direction de clubs. La deuxième chose, c'est tout ce qui concerne le tennis santé. Je crois qu'il y a beaucoup de clubs maintenant qui s'engagent dans le tennis santé pour répondre à une demande tout simplement de ces femmes et de ces hommes qui sont en réhabilitation et qui veulent véritablement pratiquer un sport et donc le tennis pour une meilleure santé. Sans oublier bien évidemment tout ce qui tourne autour du paratennis, c'est-à-dire le sport, l'handisport, sport à handicap physique, et puis le sport adapté, donc avec un handicap mental, où là aussi il y a de plus en plus de clubs qui rentrent dans cette démarche pour répondre à ce public. Et puis j'ai envie de dire quelque chose d'innovant maintenant qu'on va véritablement lancer et qu'on est impatient de lancer, c'est le paddle. Le paddle qui est cette discipline associée du tennis. Nous avons de plus en plus de clubs en Haute-Savoie qui sont dotés de terrains de paddle, et cela nous permet de véritablement structurer cette pratique, que ce soit sur le côté loisir ou le côté aussi compétition, en proposant des championnats et des tournois bien organisés. Donc ça, c'est véritablement quelque chose qui me tient à cœur, en tout cas. Et puis, j'ai envie de dire, toujours
accompagner, être aux côtés de nos grands événements de l'été. Hein. Nous avons 2 gros événements, donc un tournoi international, on va dire classique et handisport sur les Contamines de Montjoie fin juillet, et puis un tennis Europe pour la catégorie des 13-14 ans sur la ville d'Annecy tout début août. Donc ça, ce sont véritablement 2 gros événements qui font rayonner le tennis. Et puis nous avons également un 3e événement qui est sur la commune de Végey-Fontenay, un gros tournoi masculin qui se fait en hiver et qui malheureusement n'a pas pu se tenir au mois de janvier. Mais en tout cas, voilà, nous sommes aux côtés de ces grands événements et parallèlement, voilà, de proposer des actions au grand public pour qu'ils puissent découvrir ce tennis. Merci beaucoup Emmanuelle Ducrot pour toutes ces informations. On aura peut-être l'occasion de vous réentendre dans un autre journal ou reportage, notamment sur la future base départementale de Régnier. Malheureusement, on manque un petit peu de temps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci. Nous ouvrons le 2e volet de notre série de la semaine. Elle nous plonge, vous le savez, dans l'univers de la boulangerie. En France, on en compte une pour 1800 habitants. Après la boulangerie artisanale hier, on s'intéresse ce soir à l'une des entreprises industrielles du secteur. La Panière est née et se développe toujours à Aix-les-Bains. Fanette de Buisson s'est rendue dans son laboratoire de production. Reportage. Pour faire une bonne pâte à choux, il faut déjà choisir des bonnes matières premières. Et donc, on fabrique notre pâte à choux en direct juste avant que nos éclairs soient garnis. On a un labo maintenant agrandi, tout neuf, et que je vais vous montrer. Chaque semaine, 11 000 éclairs sortent de ce laboratoire. Préparés, cuits, ils sont ensuite congelés et expédiés dans les 42 points de vente du groupe. L'histoire commence plus modestement, en 1984 à Aix-les-Bains. Pascal Cantonneau reprend avec son père, meunier à Annecy, la panification moderne, une boulangerie qui fournit hôtels et restaurants. L'entreprise se développe, abandonne la clientèle professionnelle au profit des particuliers. Le siège et le laboratoire de production s'installent boulevard Dr Jean-Jules Herbert. Il vient d'être agrandi, passant de 1800 à 6000 mètres carrés. J'ai jamais eu d'objectif. L'idée, c'était de faire un magasin et qui marche bien. Et puis, le magasin a bien marché. Très vite, on m'a dit, mais tu devrais en faire un 2e. J'ai dit, pourquoi pas. Et puis, un 2e. Et puis, voilà, après bientôt 30 ans, je me retrouve avec 42 magasins. Et puis, je suis très fier. C'est un métier qu'on aime bien. Si on est là, c'est qu'on a voulu être boulanger. Moi, de base, j'étais boulanger artisanal. J'ai fait plusieurs métiers, mais je suis tombé dedans et j'ai aimé, donc je suis resté. L'intégralité des pains, 90% de la pâtisserie et un tiers des viennoiseries du groupe sont fabriqués ici. 100 000 baguettes, par exemple, sortent de cette ligne chaque semaine. Le processus pour faire le pain, il est le même pour tout le monde. Industrie veut dire quantité. On travaille des produits au levain, pas 100% levain, il y a un petit peu de levure. Et le goût du pain est issu de la fermentation naturelle, uniquement. Il n'y a aucun rajout de quoi que ce soit. J'estime qu'aujourd'hui, il y a des machines et qu'on a moyen de bénéficier de l'intérêt d'une partie de mécanisation sans que ça soit au détriment de la qualité. Vous voyez, on travaille dans une ambiance, le bruit est tout à fait acceptable et les salariés ont des horaires très réguliers. Un peu impacté par la crise sanitaire, notamment lors du premier confinement et une activité réduite sur cette période à 40%, le groupe poursuit son développement avec un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros et 500 salariés. Dernier projet en date, le rachat de La Source, une épicerie bio à Annecy, un nouvel axe de développement pour cet entrepreneur plongé dans l'univers de la boulangerie depuis toujours. Et demain, nous verrons que le métier de boulanger est un métier d'avenir. La maison familiale rurale Le Fontanil à Saint-Alban-l'Ès forme les futurs boulangers de Savoie et d'ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. Demain, vous retrouverez Sébastien Germain pour un JT spécial depuis le stade des Grangettes à Rumilly. L'équipe du GFA Rumilly-Vallière est en pleine préparation de sa demi-finale de Coupe de France de foot face à l'AS Monaco. Restez avec nous dans un instant. Thierry
Paulme nous en dit plus sur cette météo qui peine décidément à se mettre à l'heure d'été. Ensuite, vous retrouverez le 3e épisode de Panorama, toujours consacré au handisport. Et ce soir, rencontre avec Johan Taberlet, ancien skieur alpin, premier athlète en situation de handicap à avoir été nommé délégué technique pour la FISE. Je vous souhaite une belle soirée en notre compagnie. Prenez soin de vous et à très vite.